On a fait aussi un zoom sur puisque la pension de famille, c'est une offre assez généraliste, mais que aujourd'hui, le but, c'était de zoomer sur les résidences accueil, donc qui accueillent spécifiquement des personnes qui ont des handicaps psychiques ou assimilés. On voulait vous montrer les plus de la résidence accueil parce que pour nous, c'est très important. Vraiment, c'est un lieu qui permet, par la concentration des partenaires, d'améliorer l'état de santé des personnes. Au lieu qu'elles puissent être dans des mauvaises conditions de logement et que chacun soit sollicité au quotidien pour des situations d'urgence, notamment via les pompiers, la police, pour des gens qui ont des comportements inadaptés, le fait de stabiliser les gens avec un étayage autour d'elles renforcé permet de stabiliser leur état de santé et de diminuer les hospitalisations. Donc ça, c'est un point vraiment important. Le fait d'avoir aussi une résidence bien identifiée avec des professionnels sur place permet que les référents de la résidence soient repérés par les acteurs de territoire, que ce soit du milieu sanitaire, que ce soit la commune, que ce soit le bailleur social, que ce soit les voisins même qui vivent autour de la résidence. Chacun sait qu'il y a des professionnels sur place et tout le monde peut se parler en cas de nécessité. Donc on l'a dit, on a parlé du réseau partenarial qui est très important. Voilà. Et le fait aussi d'avoir entre guillemets, une petite concentration, quelques personnes avec les mêmes profils sur un même secteur permet aussi aux professionnels, notamment de santé, d'intervenir dans de bonnes conditions et d'être plus présents dans le temps sur la résidence, puisque au lieu d'aller faire des visites à domicile sur un quartier ou sur plusieurs communes, où il faudrait passer beaucoup de temps en voiture, le temps du professionnel est vraiment optimisé sur place. Il peut rencontrer plusieurs personnes à la fois, donc ça, c'est aussi intéressant. On l'a dit tout à l'heure, ça permet d'éviter des parcours d'errance, des gens qui sont un peu sur vos communes ou sur les communes alentours, pas vraiment stabilisées et voilà, pour lesquelles on a du mal à trouver des solutions. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est complémentaire à l'offre de logement social classique. Je l'ai dit tout au début, mais l'offre de logement social classique, on a en tête l'offre la plus courante, mais il existe plein d'offres de logement social et celle-ci est une offre vraiment pertinente et les bailleurs sociaux sont d'ailleurs des acteurs qui souhaitent beaucoup développer les pensions de famille et les résidences accueil et qui ont besoin de tous les acteurs du territoire pour le faire. Et on a mis un petit plus aussi, puisque la résidence accueil est une forme de pension de famille très spécifique, pour dire que si vous avez sur votre territoire une pension de famille, elle peut, à travers un développement simplement de nouveaux partenariats, devenir une résidence accueil et se spécialiser dans l'accueil de personnes qui ont des handicaps psychiques. Il n'y a pas, voilà, ce que disait M. Bouffange, pas de surcoût d'investissement. Voilà. Je vais redonner la parole à Véronique sur la situation régionale, dresser un état des lieux. Oui, voilà, donc vous avez donc sur cette carte donc la localisation des résidences accueil donc ouvertes, ça c'est entouré de donc le bleu entouré de bleu et le bleu entouré de grenat, ce sont les projets. Et comme vous voyez, en fait, on n'en a que 20 dans la région. Ça représente que 16% du parc de l'ensemble en fait des pensions de famille et résidences accueil, c'est-à-dire c'est vraiment très peu. Et dans l'idéal, pour répondre aux besoins des territoires, aux besoins des publics concernés, il faudrait presque doubler. Certaines régions atteignent en fait un taux de 40% de résidences accueil sur l'ensemble du parc. Et donc on en est loin. Et donc aussi, donc ce webinaire, c'est pour essayer de tout faire, de mieux vous faire expliquer l'intérêt que représente donc cette résidence accueil. Et ensuite, je vais pouvoir passer voilà, la parole en fait à quelques témoins qui gèrent en fait une résidence accueil et donc pour pouvoir qu'ils puissent donc vous expliquer comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont, comment a été fait le projet. Enfin voilà, donc chacun peut intervenir sur le sujet sur lequel il souhaite donc mettre l'accent pour que vous tous qui soyez soit de collectivités locales, de CCAS, d'établissements de santé, services médico-social, vous puissiez bien comprendre en fait comment fonctionne cette résidence accueil et surtout l'articulation, comme on l'a pu l'évoquer, avec donc les professionnels, secteur de handicap et de la santé mentale. Donc, je propose de passer la parole donc, Monsieur Chadin, Espoir 02, pour deux pensions deux résidences accueil dans l'Aisne, à Laon et à Crouy. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, Éric Célin, directeur d'Espoir 02. Donc, notre association gère actuellement deux résidences accueil, une sur Laon, une sur Crouy. Sur Laon, nous avons 18 places et sur Crouy, nous avons 25 places. Les deux résidences accueil ont un petit peu près la même typologie. Ce sont des
et des blocs de bâtiments qui sont où on a des appartements donc en rez-de-chaussée. Il n'y a pas d'étage. Chaque bloc a à peu près 6 appartements. Donc, ce sont tous des studios, sauf sur l'an où nous avons 2 T3, pardon. Donc, nous, c'est des résidences donc, où nous avons donc sur l'an 2 animateurs en ETP et sur Crouy 2,5. Voilà. Après, donc, les personnes nous sont orientées bien entendu vers le SIAO. Nous avons un partenariat avec le PSMD. La plupart des personnes que l'on accueille sont des personnes qui ont connu un séjour donc, à l'hôpital psychiatrique et qui donc arrivent au niveau de la résidence, donc normalement stabilisées et qui ont un étayage donc, qui leur permettent de rester au niveau de la résidence, c'est-à-dire qu'ils sont suivis, donc ils continuent à être suivis par le PSMD, entre autres par les CMP, ou qui ont un suivi SAMSA. Entre autres, nous avons un SAMSA au niveau de l'association, ou ça peut être aussi un SAVS. Sur l'an, il y a un SAVS, et sur Crouy, il y a un autre SAMSA sur le secteur, donc Crouy étant juste à côté de Soissons. Voilà, je vais laisser la parole donc à mon collègue qui est hôte donc et qui réside donc qui a un logement de fonction sur la résidence accueil de Crouy, qui va vous expliquer un petit peu le parcours, comment ils font les personnes pour intégrer une résidence accueil. Oui, bonjour à tous. Donc, Sylvain Martin, je suis hôte de la résidence accueil de Crouy, donc, qui accueille actuellement 25 résidents, donc, qui viennent tous, en fait, qui sont orientés par le SIAO, par la plateforme du SIAO, et ensuite dont l'admission est validée en commission d'admission, donc avec les services du SIAO, les services de l'EPSMD de l'Aisne, donc avec médecins psychiatres et donc et l'association Espoir 02. Et donc voilà, donc ces personnes bénéficient d'un logement durable en fait au sein de la résidence. Alors, la spécificité, excusez-moi, donc du logement, c'est que nous, les logements ne sont pas meublés, c'est-à-dire qu'ils viennent avec leurs propres meubles. Ils ont une kitchenette, ils ont une salle de bain, mais par contre, il n'y a pas de lit, de table, c'est leur propre meuble. Voilà, effectivement. Et comme on peut avoir effectivement des publics en grande précarité, on a noué un partenariat en fait avec une association locale qui est Sève Mobilier en fait, qui nous fournit en fait des meubles gratuitement, voilà, pour les résidents qui en auraient besoin. Donc, c'est tout à fait le genre de partenariat qu'on peut mettre en place à l'échelle de la commune et du territoire. Et voilà, donc c'est un atout majeur pour nous. On a également un partenariat avec un groupe d'entraide mutuelle à Soissons, afin que les résidents en fait puissent. Ubi. Oui. Ubi. Poursuivez, je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas. Pardon, d'accord. Donc, c'était peut-être trop long, mais non, ça va. Non, ça va très bien. Donc. Voilà, donc on a, parce que l'association Espoir 02, en fait, compte 3 groupes d'entraide mutuelle, donc un sur Laon, un sur Soissons et un à Château-Thierry. Et donc, souvent, effectivement, les publics qu'on a qui sont pour la plupart quand même en détresse et en situation d'isolement, peuvent être pour certains assez réfractaires en fait à l'idée même de sortir de la résidence. Et donc, on essaye d'avoir un lien vraiment de proximité avec les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, pour leur permettre de sortir dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que
Pour leur première sortie, par exemple, on va, nous, en tant qu'hôtes et animateurs, comme on a, par notre travail, su tisser un lien de confiance avec eux, on va pouvoir les accompagner en fait dans ces GEM pendant 1, 2 ou 3 sorties afin qu'ils puissent prendre confiance en fait en sortant vers l'extérieur. Euh, et donc voilà, bon, c'est une des facettes aussi du métier. Donc, Ouais. et donc, pour compléter et terminer, donc, tous les résidents, que ce soit sur Lan ou sur Crouy, donc, bien entendu, sont sur ce qu'on appelle donc, la résidence accueil, mais ils ont tous pardon, donc, un accompagnement qui leur permet donc d'être sur la résidence. S'il n'y avait pas vraiment cet accompagnement, ça serait difficile qu'ils puissent rester sur la résidence parce qu'ils ont besoin donc de pouvoir avoir un service qui soit là, qui puisse, entre guillemets, les aider par rapport à l'autonomie qu'on demande au niveau d'une résidence accueil. Voilà, si vous avez des questions, ne pas hésiter. Ce qu'on voulait dire aussi, c'est qu'on travaille beaucoup aussi avec les infirmiers libéraux par rapport à tout ce qui est traitement. La résidence accueil, nos résidences accueil sont, on espère, des lieux sécurisés, mais qui sont aussi ouverts vers donc tout ce qui peut être, je veux dire, professionnels qui peuvent les aider au niveau de rester au niveau de leur logement, et puis aussi qui est ouvert vers l'extérieur par rapport comme disait mon collègue, soit les GEM, mais ça peut être aussi vers là dernièrement il y a eu une journée qui a été faite à l'initiative du GEM, mais où la résidence accueil était très active de Crouy avec des associations de pétanque qui sont sur Crouy. D'accord, merci, c'était très clair. Ça, on reviendra peut-être à la fin de la présentation des exemples sur les traits singuliers ou communs. On retient notamment qui paraît être une originalité de votre action, la possibilité d'avoir son propre mobilier, effectivement, et donc l'offre d'une résidence accueil sans mobilier imposé, en quelque sorte. On peut peut-être passer à la présentation des berges du Sartèle à Roubaix par Aurélie. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Merci. Bonjour à toutes et toutes. Damien Demaï, je suis le responsable et le travailleur social de la résidence accueil Auberge du Sartèle et je suis accompagné de ma responsable du service social d'Aurélie, Zoé Boyot. Alors, la résidence accueil Auberge du Sartèle est située à Roubaix. On accueille 24 personnes dans des studios. Je vais m'en tenir à la trame qui a été transmise pour pas trop digresser. Euh, la résidence a ouvert tout début janvier 2018. La réponse aux besoins, c'était que sur les secteurs de Roubaix et le versant nord-est de la métropole de Lille, il manquait une solution de logement pérenne pour des patients qui ont des difficultés, comme ça a été dit, qui ont des difficultés à s'établir ou à se maintenir dans le logement de droit commun. Et qui ne correspondent pas exactement au public de pension de famille du fait de leur handicap psychique. J'aime bien faire ce parallèle entre l'APF et l'ARA. On dit que les publics en pension de famille sont des parcours de vie en dents de scie, qui ont connu des parcours de rue, qui ont connu des CHRS, qui ont fait des tentatives de logement social ou privé, et qui se sont ou pas mal terminées. Là, ce qui s'est passé en résidence accueil, c'est que c'est des personnes qui ont plus connu des allers-retours entre l'hôpital, donc l'hôpital psychiatrique, et des solutions de logement, alors dans la famille parfois, des CHRS aussi. Enfin, il y a eu pas mal de solutions logement qui ont été tentées, mais qui n'ont pas été efficaces, on va dire ça comme ça, du fait de leur pathologie. Donc là, l'idée de l'ARA, comme ça a été dit au début de la présentation, c'est d'accueillir un public qui souffre d'un handicap psychique lourd, mais stabilisé avec un besoin d'étayage médico-social. Au niveau du projet social, il a été travaillé bien en amont, entre autres, bien sûr, avec le CMP du G12, qui est un des 4 secteurs de CMP de Roubaix.
Et on a travaillé ça sous forme d'une convention de partenariat, donc entre le PSM agglomération lilloise, pardon, le PSMAL, et les 4 secteurs de CMP de Roubaix, donc le 59 G12, 13, 14 et 15. Les résidents sont orientés, passent par le circuit classique du SIAO. Mais la particularité de l'ARA Auberge du Sartel, c'est que seuls les secteurs du 12, 13, 14, 15 peuvent orienter des résidents. Chaque secteur a également sa propre liste d'attente à hauteur de 24 logements. Donc j'ai 6 résidents du G12 et ainsi de suite pour les autres secteurs. Juste peut-être 2 mots pour le fonctionnement au quotidien de la résidence. On est sur 1,5 équivalent temps plein, donc je suis le responsable et le travailleur social à temps plein, avec des rôles d'accompagnement social, de coordination du parcours de santé, du parcours tout court, et une animatrice qui est présente à mi-temps, donc qui, elle, gère l'ensemble des actions collectives de la résidence. Les rituels, la ritualisation étant importante pour les personnes qui ont des troubles psychiques, on a ritualisé pas mal de temps qui ont lieu dans la salle de vie de la résidence. Donc on a un petit déjeuner par semaine, on a un repas par semaine, on a beaucoup d'activités qui se font à des horaires, à jours fixes et horaires fixes. Et dans le cas de la convention, une équipe d'un des 4 secteurs de CMP est présent 4 après-midi par semaine. Par exemple, le lundi, c'est une équipe du G12, le vendredi, c'est une équipe du G14, et ainsi de suite. L'équipe de professionnels est présente 6 jours sur 7 sur la résidence. Au niveau du partenariat santé et médico-social, alors on a, comme ça a été dit pour l'association Espoir 02, on a des référents nommés pour chaque résident. En général, c'est deux infirmiers psy par résident. La grande majorité a aussi un infirmier libéral qui vient pour la délivrance du traitement, 1, 2 ou 3 fois par jour. On travaille aussi beaucoup avec les médecins traitants, les psychiatres, après les assos d'aide à domicile, les assistants de service social du CMP et du droit commun. Et également, la grande majorité de mes résidents sont sous mesure de protection. Donc, il y a un gros travail de partenariat et de coordination qui se fait avec les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Pour l'impact pour les personnes et la continuité des soins, je vais céder la parole à Pierre-Yves Delvinquière, le cadre du CMP du G12. Voilà, merci Pierre-Yves, si tu es présent. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Donc voilà, donc je suis Pierre Delvinquière, je suis cadre de santé, je suis en responsabilité du dispositif ambulatoire du 59 G12, donc au sein de l'EPSM de l'agglomération lilloise. Et donc, comme le disait Damien, donc le G12 s'est investi dès le départ dans l'établissement de ce projet et dans l'écriture de la convention. Et effectivement, pour l'institution hospitalière, avec les difficultés qu'elle connaît de plus en plus, mais déjà à l'époque, en 2017, c'est la baisse progressive des capacités d'accueil et des lits en fait d'hospitalisation. Et pour nous, c'était une véritable chance de pouvoir créer ce partenariat avec Areli. Et de pouvoir surtout avoir des logements pérennes pour des patients qui rencontraient énormément de difficultés pour se loger, sachant que la précarité, d'une manière générale, mais la précarité du logement amène à une majoration des troubles psychiques et inversement. Et donc pour nous, c'est vraiment une chance parce que effectivement, les 4 secteurs roubaisiens
peuvent bénéficier donc d'accueil pour les usagers à raison effectivement de 6 places par secteur. Et on est pleinement engagé en tant que soignant avec un référent, un ou plusieurs référents paramédicaux et médical, pardon, pour chaque patient avec un suivi régulier et surtout une assurance pour les berges du Sartèle en cas de décompensation, parce que malheureusement, malgré tous les efforts qui sont mis en place, il y a par moment des décompensations psychotiques pour la plupart, ou psychiques d'une manière générale, et qui permet une réhospitalisation, mais qui est la plupart du temps la plus courte possible, hein, parce que on a la possibilité aussi de pouvoir faire du soin intensif avec des visites à domicile et des visites au CMP, des rendez-vous au CMP qui sont rapides et qui sont rapprochés dans le temps. Et effectivement, comme le disait Damien, on s'est engagé aussi dans la convention à exporter le CATTP, donc le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, à l'exporter au centre et au cœur des berges du Sartèle pour pouvoir faire les activités thérapeutiques, hein, donc qui ont tous un objectif pour chaque patient et en intersectorialité chaque jour de la semaine avec des thèmes divers. Donc voilà, on ne peut que se réjouir de ce partenariat qu'on voudrait voir aussi grandir et s'étendre parce que le besoin se fait effectivement sentir et voilà, on est particulièrement ravis. Bien, merci beaucoup, monsieur. C'était clair. Je vois que commence à y avoir des déconnexions un peu en nombre, donc je vous propose de passer après dans les échanges. On pourra évidemment revenir à la fois en réponse aux questions qui sont posées et puis aux questions que vous poserez et que sur l'intervention, on pourrait passer sur bien la situation du cheval bleu à Bully-les-Mines. Qui est-ce qui intervient pour le cheval bleu? Alors, c'est nous, bonjour. 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 Emmanuel Dehaut, chef de service logement donc à l'association Le Cheval Bleu à Bully-les-Mines. Et Séverine Lambert, donc coordinatrice du Conseil local de santé mentale Lansénin. Très bien, merci. Comme ça, vous êtes au même endroit, ça facilitera l'enchaînement des interventions. À vous. Donc du coup, nous, la résidence accueil de Bully, on va être un petit peu redondant hein, sur ce qui a déjà été dit un petit peu sur le fonctionnement des résidences accueil. Donc nous, on est ouvert depuis fin 2012, donc depuis une dizaine d'années maintenant. On accueille 20 résidents sur un grand bâtiment de 1300 mètres carrés où chaque résident possède son studio avec ce qui a été dit, la petite kitchenette, le coin salle de bain, un petit peu le coin nuit parce que la configuration, elle est bien. Les apparts sont meublés. Donc, on possède 2 ailes avec en rez-de-chaussée donc 10 appartements PMR et 10 autres à l'étage. Et ensuite, on a un espace de vie commune, enfin d'espace de vie commun qui est important et qui fonctionne donc un petit peu sur la base du volontariat. On y propose des activités toutes les après-midi. Ah, vous allez voir arriver le chat de la résidence qui est en train de grimper sur la table. C'est lui qui m'entendait alors. Il y a Voilà. 21 résidents. 21 résidents, en fait, on l'a adopté il n'y a pas très longtemps. Et on s'est rendu compte que l'expérience pour les autres résidents, s'ils n'ont pas, c'est voilà, adopter un petit animal de compagnie, ça apaise aussi beaucoup. Donc on a donc ces espaces de vie collectifs et où on propose le midi, tous les midis, un repas au libre choix des résidents. Et en après-midi, des activités diverses et variées, et notamment, comme il était écrit, nous, on possède des espaces extérieurs, donc notamment du jardinage. Chaque résident possède son étayage, donc des infirmiers libéraux au SAMSA,
ou le CMP. Enfin, vraiment, chacun possède son étayage qui lui permet de vivre, de maintenir son autonomie. Nous, on fonctionne également avec un système d'astreinte. Quand l'équipe quitte la résidence accueil, ça passe le relais sur une astreinte téléphonique. Et on est présent également le dimanche et les jours fériés. Au départ, à l'ouverture de la résidence, on était présent tous les jours, 365 jours sur 365. On a un petit peu revu l'histoire parce qu'on trouvait qu'on rendait dépendant et qu'on faisait parfois peut-être perdre un peu d'autonomie. Et donc, on a un petit peu revu le projet. Et le samedi, il n'y a plus personne. Alors, le samedi, ça reste encore assez bien desservi en transport en commun. Ils peuvent faire leurs courses et quand même sortir. Et on est resté sur un temps de présence le dimanche où du coup, c'est un peu plus calme et où ça permet d'avoir une présence rassurante pour les résidents. Il y a une astreinte aussi. Oui, mais je l'ai dit. Et donc voilà, on fonctionne comme ça. La spécificité de l'asso, c'est que on est association spécialisée dans le champ de la santé mentale. On a un SAMSA propre au cheval bleu, un SAMSA psy et 3 médecins psychiatres à demeure pour l'association, dont notre directeur médecin psychiatre. Donc, on a cette chance de pouvoir avoir ces interventions particulières et on travaille avec 4 secteurs de psychiatrie. Sur les attributions, on est sur un dossier, des entretiens de préadmission et une commission qui nous est propre. Et actuellement, sur le secteur, s'est développée une commission d'éligibilité où on se rencontre de façon régulière avec les pensions de famille. Donc, pour l'instant, en résidence accueil, il n'y a que nous sur le secteur, mais où on étudie de façon concertée toutes les demandes qui arrivent sur les pensions de famille et résidence accueil du secteur, pour qu'il y ait une répartition des demandes qui arrivent sur notre secteur. On est là dans les starting blocks d'ouvrir une nouvelle résidence accueil sur le secteur, donc de nouveau de 20 places. Donc, on travaille également très en lien avec le CLSM, alors pour beaucoup de sujets, et notamment sur le logement où on a développé d'autres projets et d'autres modes d'intervention spécifiques sur le champ du handicap psychique, notamment l'accompagnement vers et dans le logement pour les personnes présentant des troubles psy. Alors, si on veut faire un peu plus le lien entre CLSM aussi et résidence accueil, il y a la possibilité aussi d'avoir une participation des résidents aux instances en fait du CLSM. Alors, ce qui est aussi facilitateur, c'est que du coup, le CLSM est rattaché à l'association de Cheval Bleu et que du coup, moi, je connais aussi très bien les résidents de la résidence accueil qui étaient aussi des personnes que j'accompagnais avant que j'arrive au CLSM. Donc, c'est vrai que je dois connaître à peu près 80% des résidents ici, donc du coup, c'est facilitateur. On a aussi du lien quand on travaille sur les semaines d'information en santé mentale. Donc, on a déjà eu plusieurs actions qui se sont faites aussi en lien avec la résidence accueil. Et puis, on travaille aussi, notamment dans le groupe logement, sur les addictions. Et du coup, on est en train d'entamer aussi un travail sur les consommations au sein en fait de la résidence accueil. Donc ça, c'est un travail qu'on est seulement maintenant en train de commencer, parce que c'est vrai que ça n'a pas été abordé du coup par les autres présentations, mais il y a aussi cet aspect-là, parce que les personnes sont dans leur logement et vous n'êtes pas sans savoir que santé mentale, handicap psychique et addiction sont liés, donc c'est aussi une question à prendre en compte et un aspect aussi à travailler. Voilà, je sais pas si Non, parce que je rejoindrai les 2 autres présentations. C'est vrai que
Et notre directeur l'a déjà souligné plusieurs fois, des gens qui étaient un peu hospitalophiles, pris en charge au sein d'une résidence accueil avec un étayage bien particulier, des professionnels et un regard sur la maladie psy font que des gens qui étaient habitués à retourner en hospitalisation régulièrement n'y sont plus retournés depuis des années. Voire sur peut-être juste le temps de réajuster un traitement qui est là depuis des années et qui n'agit plus. Mais on est quand même sur une stabilité quand même assez importante des situations des gens et on veille quand on a une libération. Alors, il n'y en a pas souvent, le turnover, il n'est pas important. Mais est-ce que le nouveau qui arrive, si on sait que quelqu'un va partir, alors malheureusement quand c'est un décès, c'est parfois violent et c'est un peu plus difficile à préparer une nouvelle intégration. Mais en général, on essaye que les gens puissent commencer, qui sont sur liste d'attente, parce que j'ai vu tout à l'heure une question par rapport à la liste d'attente. Alors, elle peut être importante un jour et quand on a une libération, s'égrener très vite parce que les demandes sont plus d'actualité, voire pas plus adaptées. Mais on essaye d'intégrer les gens aux activités ou parfois de venir les faire manger sur le collectif pour pouvoir s'intégrer et que le collectif ce soit plus simple pour tout le monde quand il y a une nouvelle intégration. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage à deux voix. On voit bien à travers les trois exemples dans l'Aisne, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais que nous venons d'avoir, à la fois le socle, hein, les éléments communs, les caractéristiques qui ont été présentées initialement en début de webinaire que l'on retrouve chez vous, avec ce qui ressort très nettement, la force et l'importance du partenariat. Je crois que ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, d'une part, et puis d'autre part, des diversités, des colorations particulières qui répondent aux besoins locaux. Et ça, c'est très intéressant aussi de voir cette souplesse, hein. Il y a à la fois le cadre et puis la souplesse. On peut, si vous voulez bien, passer au temps d'échange en commençant par une réponse à plusieurs voix, bien évidemment. Personne n'est détenteur de la vérité vraie à lui ou à elle seule. En commençant par les questions qui ont été mises sur le chat et non pas sur le chat. Alors, la question de la durée des files d'attente. Ça, c'est peut-être variable. Effectivement, vous venez de le dire à partir de l'exemple de Bully-les-Mines. D'abord, ça peut varier du jour au lendemain, et puis ça varie certainement en fonction du tissu local. Oui, exactement. Et on peut aussi, entre guillemets, volontairement limiter une liste d'attente. On l'a dit, hein, c'est du logement pérenne, durable, et donc il y a assez peu de sorties. Alors, à la fois, un projet d'entrée en résidence accueil se travaille souvent quand même sur du long terme. La préparation à la sortie de l'hospitalisation, etc., se prépare. Mais de ce fait, c'est complexe de laisser penser à la personne qu'elle va pouvoir rapidement intégrer un logement en résidence accueil s'il n'y a pas forcément de disponibilité rapide. Donc, on évite, et ça, c'est toute la collaboration qui se fait avec les secteurs de santé mentale, on évite d'avoir des listes d'attente trop longues parce que les personnes seraient complètement démobilisées d'attendre pendant des années un logement qui n'arrivera même peut-être jamais. Il y avait une question justement sur le passage entre la résidence accueil et le logement plus classique, la sortie. Peut-être Lydie répondre là-dessus, parce qu'on sait que les personnes finalement restent très longtemps en résidence accueil, elles souhaitent rester. Il y a assez peu de sorties vers le logement tout autonome des résidences accueil. On a un public qui a besoin effectivement d'étayage, d'accompagnement au domicile, dans les relations sociales, avec le voisinage, dans l'entretien du logement. On a évoqué le sujet des addictions, par exemple, etc. Donc, ça peut arriver. Et évidemment, si les équipes perçoivent des potentialités et des souhaits, surtout de la part des personnes, d'accéder au logement autonome, eh bien, ce projet sera travaillé, évidemment, mais ça reste extrêmement à la marge. Une question sur les mesures de protection, est-ce qu'elles sont obligatoires pour accéder aux résidences accueil? Non, pas du tout. Ça n'est pas une obligation, comme ça n'est pas une obligation d'avoir une reconnaissance MDPH, etc. Maintenant, dans les faits,
il y a quand même 80-90% des personnes logées en résidence accueil qui sont souvent sous protection et qui sont en général bénéficiaires de l'AAH. Je fais le lien avec une autre question que j'ai vue tout à l'heure sur justement le sujet des aides à domicile. Les personnes en résidence accueil souvent sont bénéficiaires de l'AAH, donc elles ont, si besoin, en tout cas d'accompagnement au domicile, des aides, et notamment la PCH, la prestation de compensation du handicap. Mais après, mes collègues, n'hésitez pas à intervenir pour me compléter si je dis des fausses vérités. En tout cas, les personnes peuvent bénéficier de ces aides justement financières pour avoir ces aides au domicile. Non, pour compléter ce que la collègue de votre structure, donc c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la PCH n'est pas du tout incompatible. Suivant les besoins de la personne, une PCH, on a au niveau de nos résidences des personnes qui ont quelques heures de PCH et qui viennent les aider au niveau entretien, au niveau du logement, pour faire des courses. C'est tout justement l'étayage par rapport aux besoins de la personne. Après, par rapport le temps que les personnes restent au niveau des résidences, ben, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on est quand même sur du logement. On a très peu de sorties, donc nous aussi, on évite de faire une liste d'attente. On étudie des candidatures quand on sait qu'on risque d'avoir des départs. Je voulais juste rebondir sur la PCH. Il n'y a pas de mutualisation de PCH. Enfin, en tout cas, pas chez nous. C'est vraiment Non, nous non plus. chacun son propre. Tout à fait. La mutualisation, c'est très compliqué et enfin, du coup, comme il n'y a pas de. Sur le mode de financement, enfin, vraiment chacun a ses intervenants et le libre choix aussi de l'association qu'il a envie de prendre. Nous, on a de multiples intervenants, que ce soit au niveau des infirmiers libéraux comme des associations qui interviennent auprès des usagers. Oui, on peut le dire clairement, le fait d'avoir une résidence accueil n'impose pas un modèle, n'impose pas une liste d'intervenants, ne fige pas. Il y a une grande plasticité en fonction de la situation de chaque résident. C'est bien ça. Oui, ça permet de redire quand même, si peut-être c'était pas très clair dans notre propos, que le logement accompagné est une forme de logement. On n'est pas dans une résidence ou une structure médico-sociale. C'est vraiment du logement avec un service supplémentaire, avec la présence de dots sur place, voilà. Mais du coup, les personnes, c'est comme si elles étaient dans un logement ordinaire. Elles vont faire appel à tous les services qui existent sur le territoire, un médecin généraliste, un CMP pour la partie des résidences accueil, pour la partie plutôt psy. Elles vont faire appel à tous leurs droits et c'est justement l'hôte qui peut l'aider à ouvrir ses droits, à aller faire les liens avec les acteurs du territoire dont il peut bénéficier, parce que c'est vrai que souvent, nous, en tout cas dans le logement social, on peut avoir des situations de personnes en grande souffrance qui n'ont pas ouvert leurs droits, qui ne sont pas en lien avec les CMP, qui n'ont pas développé toute l'offre de soins dont ils peuvent bénéficier, même les dossiers MDPH, s'ils sont en situation de handicap. Donc pour nous, on trouve que c'est vraiment une bonne solution. Ça permet d'enclencher tout ce réseau autour de la personne qui, on l'a dit tout à l'heure, permet de les stabiliser. D'ailleurs, finalement, ils ne bougent plus. Après, quand ils y sont bien. Voilà. Je crois qu'on a avec nous des collègues de l'ARS. Peut-être pourraient-ils, s'ils le souhaitaient, intervenir sur cette dimension de santé, justement, pour apporter leur témoignage. Bonjour, alors je ne sais pas si vous voulez appeler à la réponse de Virginie Ringler ou la mienne. Donc, Virginie, elle est référente précarité, moi je suis référente santé mentale. Après, je ne sais pas quelle est votre question exactement, parce que j'ai l'impression que les partenariats sont déjà très bien établis, très resserrés entre les résidences et la psychiatrie, en tout cas pour les témoignages qui ont été présentés. Effectivement, ça a l'air d'être une condition sine qua non au bon fonctionnement. Mais après, s'il y avait des questions particulières, n'hésitez pas. D'accord, merci. Et Virginie, de votre côté, vous avez indiqué un certain nombre de choses sur le chat, mais allez-y, vous avez évidemment la parole si vous le souhaitez. Non, c'est clair pour vous? Très bien. On n'a plus le contrôle, on ne sait pas si contrôle sur les participants. Très bien. Y a-t-il
Y a-t-il d'autres souhaits de prise de parole? Il n'y a pas de main levée, d'accord. Si, Fabrice. Voilà, c'est très bien. Fabrice, merci de lever la main. C'était juste au moment où j'allais inviter les collègues des directions départementales à s'exprimer sur les particularités de leur territoire. Donc, la parole pour débuter au Pas-de-Calais. Oui, déjà pour remercier de cette initiative, hein. C'est vrai que autant les pensions de famille, c'est un produit voilà, qui nécessite quand même une persuasion du territoire des élus, mais qu'on y arrive, autant ça peut être plus compliqué pour les résidences accueil. Moi, c'était témoigner effectivement peut-être de la difficulté. On a la chance, c'est vrai, d'avoir le cheval bleu, mais c'est sur une partie du territoire du Pas-de-Calais. Moi, je suis envieux quand j'entends à Roubaix, parce que des infirmiers psy qui viennent, bon, les infirmiers libéraux, ça se fait un peu partout, mais voilà, ça donne envie. Et donc, effectivement, d'évoquer la difficulté peut-être sur des territoires plus ruraux où le lien est plus lâche avec le monde de la santé mentale, parce qu'on n'a pas forcément à proximité des établissements. Donc, euh, voilà comment on peut construire ce genre de projet qu'on a un peu plus loin. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir peut-être des clés de financement qui permettraient d'avoir mais déjà si on a des professionnels, mais des interventions, je sais qu'on avait sollicité, mais pour des problématiques plus de Korsakoff sur des pensions de famille pour quelques cas un peu d'intervention. Donc là, c'est vrai que le cas peut se poser aussi pour des résidences accueil. Et puis l'autre question, aussi une autre question, hein, je vois qu'on n'a pas évoqué la mixité des produits. Parce qu'en fait, c'est pareil, une pension de famille, une résidence accueil, à part qu'on a un lien effectivement avec le monde de la santé mentale, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas de produits où on a à la fois des résidents voilà, qui relèvent plus d'un parcours de vie difficile, mais sans problème psychiatrique, et puis des résidents qui sont stabilisés, mais qui ont eu des problématiques. Donc, est-ce que c'est envisageable cette mixité? Si oui, est-ce qu'il y a des conditions ou c'est vraiment inenvisageable? D'accord, merci pour ces deux questions, Fabrice. On prend dans l'ordre sur la première, qui est plutôt adressée aux collègues de l'Agence régionale de santé, me semble-t-il, et peut-être plus particulièrement pour le coup dans l'escarcelle de Virginie. Alors, Virginie me fait savoir qu'en fait, il y a un souci technique, parce qu'elle est bien là. D'accord, allez Donc, elle est répondre. bien connectée, mais en fait, je me rends compte qu'on ne l'entend pas. Mais comme il y a eu des soucis réseau sur le côté ARS, je ne sais pas si elle est coincée de ce côté. D'accord. Est-ce que vous êtes en capacité ou en volonté d'apporter une réponse à cette question qui concerne la mobilisation de crédit? Alors, pour le coup, la partie précarité, c'est vraiment Virginie qui est en lien. Alors, bien sûr, nous, on instruit de façon partagée les questions qui viendraient demander des crédits particuliers sur des collaborations. Et du coup, moi, j'avais une question. Après, moi, je découvre un peu les pensions de famille, les résidences d'accueil, etc. Mais du coup, j'avais une question sur les partenariats que vous évoquiez justement avec la psychiatrie, etc. Pour l'instant, elle se fait de façon partenariale, mais sans crédit, j'imagine. C'est ça. C'est du volontariat, du bon partenariat. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il marche très bien parce que c'est vrai que d'habitude, quand j'échange avec. Bon, alors effectivement, vous dites, hein, c'est pas du médico-social, etc. Sur le médico-social, j'entends toujours des grandes difficultés que là, je ne retrouve pas puisqu'il y a l'air d'avoir des partenariats qui sont très bien établis. Mais du coup, voilà, ma question serait plutôt s'il y avait des demandes de soutien complémentaires, quel est le besoin précis? Je pense que l'idée d'aujourd'hui, c'était de montrer effectivement que ça peut fonctionner et très bien fonctionner. Et donc, les trois présentations sont des exemples qui fonctionnent, comme quoi c'est possible. Maintenant, je rejoins aussi ce que disait Fabrice Tringeval. Ça ne coule pas de source et ça ne fonctionne pas forcément aussi bien sur tous les territoires. Oui, ça, je me douterais. Et parfois, le lien avec le secteur de santé mentale peut être très difficile à mettre en œuvre par crainte de demander justement des moyens financiers
au niveau des secteurs, alors que c'est pas du tout ça. C'est un partenariat qui est attendu, effectivement. C'est pas des patients supplémentaires, puisque ce sont des Oui, ce personnes sont des patients. Leurs patients. et à qui on va apporter en fait une réponse supplémentaire, que ce soit justement le secteur de santé mentale qui va pouvoir avoir un habitat adapté pour ces patients, mais aussi à une commune qui a peut-être des difficultés pour loger des personnes avec porteurs de handicap psychique sur sa commune. Donc c'est vraiment une offre complémentaire. C'est pas effectivement un appel d'air à amener des difficultés complémentaires sur un territoire, loin de Ouais, là. tout à fait. Moi, à l'écoute, ça me semble assez évident, effectivement, sur les témoignages qui ont été présentés. Donc, j'imagine que c'est la partie la plus sympa des partenariats qui fonctionnent bien, hein. Mais effectivement, on se rend compte que les établissements de santé y ont un intérêt. Et évidemment, du coup, les communes y ont un intérêt également, puisque de toute façon, ce sont des patients sur le territoire qui est couvert par les différents acteurs. Donc, ça, il n'y a évidemment pas de souci là-dessus. Et sur le partenariat, effectivement, parfois, il peut être difficile à mettre en œuvre. Mais néanmoins, effectivement, une fois que je pense que le témoignage est un bon fonctionnement pour essayer de disséminer le dispositif. Merci. Et après, sur la. Oui. Non, allez-y. Non, Merci, non, là. je ne sais pas si c'est moi qui ai un souci de réseau ou s'il y avait il y avait un commentaire. Non, non. Non, mais c'était tout. Et après, du coup, effectivement, c'était pas de ramener de la difficulté au secteur. Après, moi, encore une fois, sur la demande puisque il y a des partenariats qui sont établis, j'aimerais bien savoir quels sont exactement les leviers qui vous embêtent dans les endroits où ça ne se met pas en place, ce partenariat avec la psychiatrie. Très bien. Alors, mais voilà, c'est un bon angle. Donc ça, on ne va pas le traiter dans la configuration dans laquelle nous sommes, qui n'est pas appropriée. En revanche, ce que je peux proposer, et c'est Véronique Luyens qui portera le sujet, c'est qu'on le regarde avec l'ARS, donc avec Virginie, un moment où elle pourra s'exprimer, et en prenant, Fabrice, si tu veux bien, comme cas d'espèce, les questions que tu soulèves, hein, précisément, pour qu'on voit à partir d'exemples précis, là où il y a le besoin, au-delà de ce que la mise en convergence spontanée des acteurs de terrain permet de faire. Hein, et puis on vous fera un retour une fois qu'on aura pu regarder ça sur la base de la liste des mails que vous nous avez proposés. Il y avait une deuxième. Oui, je vous en prie. Allez-y, Lily. Sur le sujet de la mixité, si j'ai bien compris, en tout cas la question c'était de se dire dans un même projet, est-ce qu'on met quelques logements en pension de famille et quelques logements en résidence accueil? On est d'accord, c'est bien ça? Ouais. En pension de famille, évidemment, il y a des personnes logées qui ont aussi un handicap psychique. C'est une réalité. La particularité de la résidence accueil, c'est que 100% des personnes logées sont porteurs de handicap psychique. Si on a une pension de famille à 100% de personnes avec un handicap psychique, c'est dommage de ne pas basculer. Et surtout, si on crée un partenariat et un conventionnement particulier avec le secteur de santé mentale, évidemment, il y a tout intérêt à ce qu'il bénéficie à 100% des personnes logées plutôt qu'à une partie. Donc, en fait, c'est plutôt ça qui guide le fait qu'il ne soit pas forcément mixte pour le coup. Soit c'est une pension de famille avec quelques personnes avec un handicap psychique et un partenariat spécifique qui s'établit, soit c'est quelque chose de beaucoup plus conséquent. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a tout intérêt à avoir formellement une résidence d'accueil, en fait. Merci pour cette précision. Restait-il des questions dans le chat? A priori, non. Très bien. Bien avancé, il me semble. Bah, écoutez, c'est très bien. Merci beaucoup pour votre participation. J'inclus dans les éléments, avant qu'on se sépare, les éléments de conclusion, un point de stimulation, hein, pour tout le monde qui aurait pu trouver sa place dans l'introduction. La mobilisation dans les Hauts-de-France en faveur des pensions de famille et des résidences accueil se poursuit avec intensité en 2024. Hein, nous avons des objectifs d'ouverture de places. Nous avons, avec les collègues de la DREAL, j'ai vu tout à l'heure certains qui étaient présents et je les en remercie, des modalités de financement sur l'investissement
sur la coquille, hein, qui sont particulièrement avantageuses dans cette région, qui donc sont à saisir. Et vous l'avez vu, sur la partie fonctionnement, on a une clé de financement qui est stable, hein, qui est même, qui a été ces dernières années régulièrement réévaluée. Voilà, donc si parmi les participants, qu'il s'agisse de salariés, d'agents de collectivités territoriales, qu'il s'agisse de représentants de bailleurs, de gestionnaires, d'investisseurs, vraiment n'hésitez pas. Moi, ce que j'ai retenu aussi dans les exemples qui ont été donnés, c'est que en fait cette crainte qui a été évoquée, qui est un peu la même crainte en quelque sorte que celle des pensions de famille, ça s'insère mal dans le paysage. En fait, non, les exemples et je pense que ce que les uns et les autres ont dit était très clair. L'insertion locale, elle est quasi invisible, quoi. Enfin, voilà, ce ne sont pas des verrues de misère que l'on fait entrer. Et puis la prise en compte dans les objectifs de logement social que Pamela a évoqué tout à l'heure sont également extrêmement intéressants. Voilà. Donc on est pour les services de l'État comme l'ensemble des organisateurs aujourd'hui, tout à fait mobilisés. Les DETS sont vos interlocuteurs naturels. Il faut y aller, hein, on n'est pas tout à fait en avance. Donc, il faut y aller. On a des opportunités qui sont exceptionnelles en France et des besoins sociaux qui sont très élevés. Quel est le volume de l'objectif d'ouverture de places sur la région ? Véronique? Sur les 5 ans, on avait 900 places à ouvrir et donc de pensions de famille et résidence accueil. Si on espérait en faire au moins la moitié. Ah, on espère faire les 900. Oui, On espère faire les 900. On espère faire les 900, la moitié en résidence accueil. Oui, Et la moitié en voilà, résidence. qui paraît, donc ça fait à peu près 200 places tous les ans. Donc une dizaine de résidences, enfin une dizaine de pensions de famille. Et en fait, il faudrait qu'on double le dispositif. Et on a particulièrement le département du Nord qui est très, très en retard, qui n'a que 3 ou 4 résidences accueil pour l'ensemble du département. Et donc, il y a vraiment de forts besoins. Et, Alors, la Côte d'Opale, on a la Côte d'Opale, l'Oise, qui sont des territoires aussi prioritaires sur le développement au global des pensions de famille, mais aussi des résidences accueil qui sont assez déficitaires. L'Aisne est plutôt bien dotée par rapport à la proportion de population sur le territoire, même s'il y a toujours des besoins, ils peuvent être identifiés, hein. Mais on vous cible un peu les territoires, hein. Monsieur Ringeval a parlé des zones rurales. On a toute la Côte d'Opale et la zone rurale entre le bassin minier et la Côte d'Opale, l'Oise, un peu la Somme, et le Nord aussi, qui reste un gros territoire en termes de volume de logement social dans les Hauts-de-France, et du coup qui porte de grandes attentes aussi toujours sur ce secteur. Et d'ailleurs, on vous invite la semaine prochaine, et c'est pour ça qu'on a fait notre webinaire aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est la semaine officielle d'ouverture des pensions de famille. Voilà, donc la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Voilà, donc on vous renverra tout ça après le webinaire. Et des portes ouvertes sont prévues. On vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller visiter. Vous avez la liste de toutes les adresses en région où les acteurs vous ouvrent leurs portes. Donc n'hésitez pas à emmener avec vous des collègues, des élus, toute personne qui peut être intéressée pour leur faire découvrir à la fois les bâtiments et les habitants aussi qui y vivent, parce qu'on est convaincu que c'est avec le lien entre les personnes que chacun sera convaincu que c'est une bonne solution pour les habitants des territoires. Merci beaucoup, Pamela. Je propose que ce soit le mot de la fin, si vous le voulez bien. Merci à tous les participants, toutes et tous, pour votre présence et puis surtout pour l'action à venir pour la suite. Merci, bonne fin d'après-midi et au revoir. Au revoir. Merci.